Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand dialogue. Ce soir, nous allons parler de gouvernance au Mali, quel bilan de l'année 2019 et quelles perspectives pour l'année 2020. Nous avons deux invités sur ce plateau, Dr Ali Tunkara, sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Nouhoum Keïta du parti Sadi qui représente l'opposition et je rappelle que M. Boubacar Sissoko, député du parti Rassemblement pour le Mali RPM qui devrait représenter la majorité sur ce plateau, qui avait également confirmé sa participation à ce débat à la dernière minute et sur répondeur. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Nouhoum Keïta, vous êtes du parti Sadi, membre de l'opposition. Aujourd'hui, quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez comme analyse par rapport au bilan 2019 concernant la gouvernance au Mali? Merci. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne, heureuse année à tous les auditeurs du studio Tamani. Merci. À tous les citoyens maliens. Vœux, une façon de leur dire que nous devons encore serrer davantage la ceinture pour affronter les défis. Alors, je représente une composante de l'opposition. Je ne peux pas me prévaloir toute l'opposition, mais je représente une composante de l'opposition. Le bilan de cette année 2019, c'est un bilan désastreux à tout point de vue. Au plan sécuritaire, vous le savez, il y a une recrudescence des attaques contre les populations civiles, contre nos forces armées de sécurité. Sur le plan politique, malheureusement, la situation n'a pas permis que la classe politique se retrouve autour des enjeux du pays. Donc, la division a été constatée et la parfaite illustration, c'est ce dialogue national inclusif qui a vu une frange extrêmement importante de l'opposition. Donc, cette frange n'a pas du tout participé à ce dialogue inclusif. Et sur le plan économique, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Les clignotants ne sont pas ouverts. Et c'est la misère qui s'accentue, c'est le chômage, c'est la forte poussée des revendications catégorielles. Et même ce matin, j'ai cru avoir entendu qu'il y a eu débrayage au niveau donc des enseignants, des ordres, je crois, secondaires. Une nouvelle grève de 5 jours etc., qui démarre ce matin. Ça va être des grèves en cascade si rien n'est fait. Donc, moi, je tire un bilan pas du tout réjouissant. Et puis, comme vous le savez, le contexte, c'est une vive opposition de la majorité des Maliens à la présence des armées étrangères. Donc rien de positif. Il y a eu certainement enfin, en tout cas, de façon générale, de façon globale, la situation elle a été beaucoup plus désastreuse que positive. Il y a certainement quelques éclaircies, mais de façon générale, le sentiment dominant, c'est que la situation ne s'est pas du tout améliorée en 2019. D'accord. Studio Tamani, c'est également toutes les voix du Mali et vous êtes nombreux à poser des questions sur les réseaux sociaux. Cette question a été adressée à l'honorable Sissoko qui n'est pas sur ce plateau, qui n'est pas venu et qui n'est pas joignable également. Alors je vais vous la poser à vous, Dr Ali Tunkara. Il s'agit de Barima Boiré d'Yveron qui pose sur Facebook quel a été le bilan de 2019 en termes de positivité ou négativité? Alors concrètement, je pense qu'il faut quand même relativiser. C'est vrai que M. Keïta l'a dit, lorsqu'il s'agit d'établir un tel bilan, naturellement les aspects négatifs emporteraient largement sur les aspects positifs, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même quelques avancées qui sont à saluer. En commençant par les aspects négatifs déjà, j'imagine que beaucoup de Maliens se souviennent à combien
L'année 2019 déjà, si vous vous rappelez, en janvier 2019 déjà, des attaques meurtrières ont fait l'objet dans le centre du pays, notamment la région de Mopti, lesquelles attaques ont quand même continué à rythmer toute l'année 2019 au Gossago, Sobanda, en passant par les attaques récentes à Boulkessi, Ndilman. Donc ce sont quand même sur le plan sécuritaire des attaques qui sont tout à fait meurtrières, tant à l'encontre de nos forces de défense et de sécurité, nos populations civiles, ainsi que les forces étrangères qui sont également présentes au Mali. Mais dans le même temps, au-delà de ces attaques, il faut quand même aussi le rappeler, il y a eu quand même quelques efforts qui peuvent être salués, lesquels efforts consentis par l'équipe actuelle. Quand on regarde un peu déjà de la signature de l'accord politique entre une dizaine de partis de l'opposition et l'actuel Premier ministre, le Dr Cissé, naturellement, on a quand même assisté à un recul net de ce qu'on pourrait qualifier de la grogne sociale. Vous n'êtes pas sans savoir quand même que l'année 2018 a été caractérisée par des sorties intempestives de toutes les corporations confondues, des enseignants en passant par les magistrats, d'autres corps. Donc c'est pour vous dire qu'une telle signature de l'accord politique a quand même permis au Mali de souffler, ne serait-ce que les 6 derniers mois. Dans le même temps, il faut aussi quand même le rappeler, cet accord politique a permis à une partie de l'opposition qu'on pourrait qualifier même radicale. Quand on regarde son Excellence M. Dramé, quand on regarde également Dr Hamadou Ndiko, ce sont quand même des acteurs qui étaient tout à fait virulents quant à la politique menée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Or, ces deux se sont vus membres du gouvernement actuel. Je pense que ça sont des avances à saluer. Même si certains se réclament toujours de l'opposition. Oui, mais c'est quand même un peu un déni. On ne peut pas être de la partie et ne pas vouloir aussi quand même accepter d'établir le bilan dans son intégralité. Et je pense également, c'est vrai que M. Keïta a bien rappelé, le dialogue national inclusif, il a été certes si vous voulez, boycotté par un nombre important des partis notamment, qui étaient à l'origine, il faut quand même le rappeler, à ce que ces dialogues soient tenus. Lequel parti qu'on pourrait qualifier de l'opposition radicale, effectivement, n'a pas pris part, a clairement impacté la question de l'inclusivité ou la question, en tout cas, de cette prise en compte de pluralité lors de ces dialogues. Mais attention, je pense que on va certainement en parler. Quand on regarde les différentes résolutions issues de ce dialogue, les différentes recommandations formulées, ça et là, par les Maliens compris par tant ceux de l'intérieur que ceux de nos centres urbains, en passant d'ailleurs par la diaspora, même si la participation kidaloise reste quand même très douteuse, on ne sait pas dans quelle salle à Kidal les gens se sont réunis et quelles étaient les différentes localités à l'intérieur de Kidal qui ont été touchées par ce dialogue. Je pense qu'à ce niveau, et on va y revenir, il y a clairement des zones d'ombre. Ouais. On va parler de sécurité de façon spécifique. Aujourd'hui, si vous devriez faire un bilan de l'année 2019 par rapport aux questions sécuritaires, est-ce que vous êtes optimiste que la situation est en train d'évoluer ou a-t-elle régressé ? Voilà. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même apporter quelques éclaircissements à l'analyse faite tout à l'heure par mon frère, le docteur Tunkara. Encore que les qualificatifs d'opposition radicale ressurgissent encore. Je ne sais pas radical par rapport à quoi, parce que moi je pense que dans le combat politique, il y a des principes, des valeurs pour lesquelles on s'engage. Lorsque l'opposition dans ces différentes composantes, avait effectivement exprimé le besoin qu'il y ait un dialogue national entre tous les Maliens pour pouvoir amener à un apaisement du climat politique, social, institutionnel et sécuritaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Mais à partir du moment où une tendance organise ce débat sans tenir compte des suggestions et des critiques de l'autre partie, je ne sais pas qui est radical, à mon avis. Mais quelles sont les suggestions et critiques qui n'ont pas été prises en compte? Lorsque l'opposition a demandé qu'on aille au dialogue national, le gouvernement a élaboré des termes de référence et les a soumis donc à la classe politique. Malheureusement, les remarques et les suggestions qui ont été formulées n'ont pas été prises en compte. Donc le gouvernement a continué à élaborer, donc à préparer ce dialogue national en ne tenant pas compte de ces suggestions et de ces critiques,
et en réaffirmant qu'en réalité, l'objectif recherché n'est pas d'avoir des conclusions qui auront un caractère exécutoire. Alors que tout le monde sait que le contexte politique national, le bilan déjà du premier mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta ont largement démontré qu'il va falloir donc aller à des résolutions qui doivent être mises à exécution pour sauver le pays. Donc, lorsque on en arrive à ce point, il y a eu effectivement la résistance. Pour sauver le pays, vous dites, quand on voit que l'opposition aujourd'hui, vous l'avez souligné au début, est divisée, il n'y a pas une seule opposition au Mali. Quand on voit que certains représentants de l'opposition... C'est une division qui n'est pas fondée, c'est une division idéologique. Mais quand il s'agit de mettre l'intérêt supérieur du pays donc, sur la table, donc cette opposition est capable de se retrouver. Sûrement. Pourquoi ? Pourtant, plutôt j'y arrive, il y a certains représentants de l'opposition qui ont participé à ce dialogue national inclusif et il y a d'autres qui n'ont pas participé à ce dialogue. Ils ont certainement les raisons. Était-ce une défense d'intérêt personnel ou une défense d'intérêt ? La position de départ que nous avons adoptée et qui nous a tous réunis, parce que nous avons vu des manœuvres en amont et de la part du gouvernement, parce que l'objectif stratégique, c'était d'arriver à une révision constitutionnelle. Et donc, toutes les autres questions qu'on a voulu envoyer pour noyer l'objectif stratégique essentiel, nous avons estimé que cette révision constitutionnelle, parce que le pays fait face à une situation sécuritaire, n'était pas opportune. D'accord. Et on va y revenir pour voir si vous êtes d'accord avec les recommandations qui ont été faites au cours de ce dialogue. Mais pour le moment, on va parler de sécurité. Oui. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la situation sécuritaire ? Évolution ou régression ? Alors, moi, je ne peux pas dire que c'est un bilan qui... La situation sécuritaire s'améliore. Pour la simple raison que, d'abord, au plan interne, il n'y a pas eu un débat de fond entre les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs institutionnels sur les raisons véritables de cette crise. Même au niveau du dialogue national inclusif ? Je n'étais pas au dialogue. Et je m'en tiens à la position que j'ai exprimée au début de ce débat. Donc, pour moi et pour mon parti, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, il n'y a pas eu un débat de fond. On a esquivé donc, cette question fondamentale qu'on a voulu noyer à travers donc, des tours de passe-passe magiques qui consistent donc à réunir les gens, à noyer la question essentielle, alors que pour nous, les problèmes essentiels qui devaient être discutés, c'est la question sécuritaire et c'est les questions institutionnelles. Les autres aspects sont liés à la gouvernance et qu'on peut régler et dans un avenir plus ou moins proche. Et ce qui était essentiel aujourd'hui, c'était face à la dégradation de la situation sécuritaire, la présence des armées étrangères, quelle doit être la position des Maliens réunis ensemble dans le cadre d'un débat ouvert, franc, inclusif, sans faux-fuyant. Honorable Boubacar Sissoko du parti RPM, représentant la majorité qui avait confirmé sa participation s'il était là, aurait pu répondre à cette question. Il y a donc Mahamadou Dambélé sur Facebook qui pose une autre question. Il dit, bilan 2019, où en sommes-nous avec les nombreuses enquêtes sur les attaques de Ogosagou? Sait-on au moins qui sont les auteurs de ces massacres aujourd'hui avec certitude? Est-ce que, Dr Ali Tounkara, vous avez des informations par rapport à ces enquêtes? Malheureusement, c'est toute la difficulté qu'éprouve la gouvernance du président Ibeka a déjà identifié les acteurs qui sont à l'origine de ces différentes attaques. Malheureusement, des régions du centre du Mali, la région de Mopti, une partie de Ségou, celle du nord d'ailleurs, toutes les attaques perpétrées, qu'elles soient les faits des groupes ou même des acteurs isolés, l'État du Mali a toujours eu du mal justement à mettre la main sur de véritables coupables. C'est d'ailleurs une des raisons qui expliquerait le pourquoi de la récurrence de l'insécurité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État, qu'on nous dise à longueur de la journée que l'armée monte en puissance et dans le même temps, effectivement, laquelle armée, avec l'aide de l'appareil judiciaire, peine aujourd'hui, justement, à nous dire clairement qui sont les vrais acteurs qui seraient à l'origine de toutes ces situations d'insécurité auxquelles le pays fait l'objet depuis 2012. Donc je pense que vouloir dire que des enquêtes sont déclenchées est une chose qui est à saluer du point de vue institutionnel. Mais dans la pratique, concrètement, on a du mal, effectivement, à identifier par le simple fait que je continue à m'interroger sur toutefois l'élite actuelle a pris
connaissance des facteurs saillants de cette insécurité. J'entends par facteurs saillants parce que quand vous écoutez les différentes sorties du président Ibrahim Boubacar Keïta, ces différentes adresses à la nation, vous allez vous rendre compte que les causes fondamentales de l'insécurité n'ont à aucun moment été sérieusement évoquées par lui. Il ne s'est jamais attaqué justement à cette duplicité entre les groupes radicaux violents, certaines communautés locales, et il n'a jamais posé de manière claire et responsable. Justement, son discours du Nouvel An est-il rassurant par rapport à la situation sécuritaire, sa résolution? Je pense qu'il a plutôt présenté ses condoléances. Il est surtout revenu sur ce qu'on a l'habitude d'entendre. L'armée, l'État est prêt à faire tout, à concentrer tous les efforts pour que l'armée soit bien équipée. Il a remercié effectivement les partenaires qui sont au Mali aujourd'hui. Mais je pense fondamentalement les facteurs profonds de l'insécurité ne sont pas évoqués. À quel moment de son adresse à la nation, à la veille du Nouvel An, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait allusion à une justice mal distribuée? À quel moment le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait allusion au comportement non orthodoxe des agents de sécurité et de défense? À quel moment le président Ibrahim Boubacar Keïta a eu l'audace de questionner le statut réel de Kidal? On sait quand même que des procureurs, des magistrats ont été affectés dans toutes nos régions, même celles qui sont nouvellement créées, mais les cas kidalois jusqu'ici, Kidal bénéficie d'un statut particulier en termes de la distribution de la justice. Kidal, on continue à avoir un tutorat à Kidal. Je pense que ce sont des questions auxquelles les Maliens veulent que le président Ibrahim Keïta, franchement, se penche en toute objectivité. Je pense que c'est d'ailleurs une de mes hésitations vis-à-vis de l'appel qui a été lancé par le président Macron, que nos chefs d'État du G5 partent en France pour clarifier leurs positions. Je pense que les Maliens aussi ont quand même un certain nombre de points d'ombre sur lesquels ils souhaiteraient que le président Ibrahim Keïta soit tout à fait précis. Concrètement, qu'attendons-nous par une armée reconstituée? Beaucoup de Maliens ne pourront pas vous apporter de réponse. Qu'attendons-nous concrètement aujourd'hui? Ces statuts particuliers accordés à Kidal quant à son système judiciaire. Qu'attendons-nous aujourd'hui sur ces différentes stratégies que mènent les forces étrangères qui ne sont pas compatibles aux attentes de l'écrasante majorité des Maliens en termes d'offres de sécurité? Vous voyez, donc ça, ce sont des questions existentielles que lui-même fait allusion, lesquelles sont existentielles. Je pense qu'elles n'ont pas été de manière courageuse posée par le président. Donc naturellement, que les enquêtes soient déclenchées sont loin effectivement de satisfaire une telle demande. Mais je pense quand même il faut... Il y a Bakary Kiabou qui vous pose une question sur Facebook. Il dit, ma question s'adresse à Dr Ali Tounkara. Monsieur Ali Tounkara, vous étant spécialiste en matière de sécurité et de conflit, qu'est-ce qui a été votre apport dans la résolution de cette crise qui se perpétue? Alors concrètement, je pense que c'est une question intéressante. Mais je l'envoie quand même à mes écrits. Moi, je suis un chercheur. J'ai au moins 8 écrits sur les questions sécuritaires de 2013 à aujourd'hui. Je pense quand même que je fais un peu de mon mieux. De la hiérarchisation ethnique à l'extrémisme violent au centre du Mali, aux origines de la crise malienne, en passant par le djihad à Kémassina. J'ai vraiment de la matière Mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent aussi que je ne suis pas un décideur, je suis un analyste. Donc, il y a quand même des responsabilités qui sont à situer. C'est là que j'ai dit aux gens de ne pas succomber à des inégalités horizontales. Comment peut-on dire que la situation actuelle du pays incomberait à l'apprenti autrement, incomberait à l'enseignant, incomberait justement aux journalistes? Si on doit prendre l'aspect global des professeurs au Mali, des analystes de façon globale, des spécialistes des questions sécuritaires, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la production, les propositions sont suffisantes? Est-ce que vous pensez également qu'ils sont suffisamment impliqués dans la recherche de solutions? Quand on regarde comme ces dernières années, je pense que beaucoup de collègues, qu'ils soient de facultés de sciences sociales, sciences humaines, même ceux de biologie, commencent de plus en plus à s'intéresser à ces questions sécuritaires. Mais malheureusement, nos différentes productions sont plutôt consommés par l'étranger que par le local. Ce sont des pays étrangers, notamment européens, qui nous sollicitent pour animer des conférences, pour participer à des colloques, tandis que effectivement, l'élite politique effectivement, qui est tout à fait consciente de cette gamme de production disponible, mais à aucun moment elle n'a eu le courage. Je pense que les gens ont quand même peur aussi des universitaires, parce que nous ne sommes pas candidats dans 6 mois aux élections. On peut parler de la défiance de l'État, or l'élite politique au commande ne veut pas tout entendre une telle expression, parler de la défiance de l'État ou parler d'une gouvernance chaotique. Vous voyez, donc ce qui fait que je pense que je comprends
Je ne légitime pas sa réticence à solliciter l'intelligence universitaire, mais je pense que malheureusement, dans le contexte malien, la pluralité de la pensée, la contradiction sont des qualités qui nous sont étranges. D'accord. Et une question qui vous est adressée. Je voudrais, avant que vous me posiez la question qui m'a adressée, saluer le chercheur Tunkara, que je lis beaucoup et qui s'est beaucoup investi. Mais les limites, il en a parlé. Vous savez, quand nous ne disposons pas d'une autonomie stratégique en termes de réflexion et d'action, lorsque les dirigeants sont confinés dans des schémas importés qui n'ont aucune prise sur les réalités de notre pays, lorsque les choses se décident ailleurs, lorsque les dirigeants n'ont aucune confiance dans leur peuple, il est extrêmement difficile que le savoir qui est le produit d'un long processus d'analyse, c'est des analyses concrètes parce que c'est un homme de terrain. Ce n'est pas qu'il fait des réflexions comme ça en l'air. Il connaît la réalité de son pays, il se bat, il fait des propositions pour qu'il y ait cette jonction. Donc vous pensez que leurs propositions doivent être mieux prises en compte. Alors il y a Bagayogo Sekouba Sebak sur Facebook qui vous pose une question. Il dit ma question s'adresse aux représentants du parti Sadi. Si la manifestation du 10 janvier aboutit au départ de l'armée française, alors quelle est la solution du parti Sadi après le départ de l'armée française au Mali? Alors je ne serai pas catégorique ici en disant au nom donc du mouvement démocratique et populaire que la manifestation du 10 janvier va consacrer le départ de l'armée française. Je pense que le 10 janvier est une date symbole. C'est une date extrêmement importante qui doit être le couronnement d'une prise de conscience qui commence à se généraliser et à s'exprimer concrètement à travers toutes ces manifestations gigantesques qui ont eu lieu pour dénoncer justement cette politique de la France concernant donc le Mali. Donc, le 10 janvier, des citoyens maliens organisés dans des associations, dans des partis politiques, vont manifester. etc., Mais au cas où l'armée française partait, c'est sa question, est-ce que vous avez une solution à proposer? Quelle va être la suite? La première solution à laquelle nous avions pensé, c'était ce dialogue, ce débat national entre les Maliens. Auquel vous n'avez pas participé. Malheureusement. Et ce débat qui a eu lieu, et il y a eu certainement les conclusions, pour nous, ça ne permet pas qu'on en arrive à des réflexions objectives. Et quelle solution donc maintenant si Alors, les forces armées françaises avant que les Français ne viennent, le pays nous, on n'était pas morts, on n'est pas morts. Même s'ils partent, nous n'allons pas mourir. Pensez-vous que l'armée malienne est suffisamment équipée? Je pense que ce n'est pas comme ça que la question doit être posée. Mais est-ce nous que devons poser... En partant, la France en partant, force française, il y a la MINUSMA, il y a la force G5 Sahel, il y a l'armée malienne. Est-ce que vous pensez que ces forces vont pouvoir faire face à la situation? Moi, je réponds rapidement. Le bilan de leur présence ici depuis des années, vous l'avez vu, qu'est-ce que cela a changé? Moi, c'est à partir de ça que, normalement, nous devons réfléchir. Puisqu'ils étaient venus sur la base, donc, d'objectifs qu'ils ont eux-mêmes dit. Malheureusement, il y avait des objectifs stratégiques cachés. Et puisque ces objectifs stratégiques cachés ne sont pas en adéquation avec les aspirations des citoyens maliens, on leur a demandé de partir. Il y a beaucoup de Maliens qui... Parce que même s'ils restent ici, les gens se rendent compte que ça n'apporte absolument rien. Pour la simple raison que, politiquement, on n'a pas défini ensemble les objectifs. Sur le plan opérationnel, c'est donc des armées qui évoluent. Donc, ils sont venus à la demande des autorités maliennes. Oui, mais allez-y demander à une autorité malienne ce que lui il sait de ce que les Français sont en train de faire sur le terrain là-bas. En termes d'opérationnalité, c'est-à-dire quels sont les objectifs politiques et réels donc de cette présence française. Allez-y demander à une autorité malienne de nous Je vous donne la parole tout de suite. En une minute, Dr Tunkara, quel est votre point de vue sur cette présence des forces étrangères, notamment celle de la France? Je pense qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, l'armée malienne, certes, elle est très engagée à se battre de manière tout à fait efficace contre toute forme de menace terroriste, mais en dépit de tous ces engagements auxquels elle fait l'objet, reconnaissons quand même l'évident. Aujourd'hui, la France, elle contiendrait dans ses différentes stratégies
des insuffisances en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la France cacherait des stratégies qui consisteraient à comment veiller à ce que les intérêts d'Areva, de Total soient quand même préservés. Mais en dépit de tout cela, il faut quand même reconnaître aujourd'hui que la France permet à une bonne partie du territoire malien d'exister incontestablement. Quand vous allez dans les localités du nord du Mali, effectivement, c'est cette présence française qui fait qu'aujourd'hui, la menace terroriste, elle est quand même, à défaut de la combattre, elle est quand même empêchée de se propager de manière tout à fait exponentielle. Mais certains pensent qu'aujourd'hui, la non-présence effective de l'armée malienne à Kidal, la France en serait la principale cause. Il y a même Alou Traoré qui pose une question sur Facebook qui demande à quand l'armée malienne redéployée à Kidal. Mais je pense que quand vous allez poser une telle question à l'armée française, elle va systématiquement vous dire même si l'armée malienne veut être ce soir à Kidal, la France ne va pas l'empêcher justement. Ce qu'on ne dit pas aux Maliens, l'armée malienne aujourd'hui n'est pas dans un dispositif stratégique militaire lui permettant de marquer sa présence de manière effective à Kidal. Donc je reconnais aisément que sa présence pourrait gêner certains intérêts non avoués, mais en dépit de cela, c'est l'armée elle-même aujourd'hui qui est désemparée, qui n'est pas suffisamment bien outillée, qui est à la limite aux abois. Ce qui fait que. Mais qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Est-ce les groupes armés signataires? Est-ce les groupes terroristes? Naturellement, les deux acteurs, clairement. Je pense que c'est une de mes exigences d'ailleurs que le statut Kidalois soit clairement dit aux Maliens. J'ai la ferme conviction aujourd'hui que si la CMA était dans une posture réellement coopérative, naturellement, l'armée malienne pourrait retourner à Kidal. Mais attention, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. L'État du Mali se trouve dans une situation qui ne lui permet aucunement d'assurer en toute quiétude cette fonction régalienne qui est la sécurité. Mais attention, les gens sont dans les sensationnels. On est plutôt dans l'affectif parce qu'effectivement, on voit l'autre comme l'unique source de nos difficultés. Aujourd'hui, nos différentes forces de sécurité et de défense ne sont pas à mesure d'être présentes sur l'ensemble du territoire et notamment à Kidal de manière effective et surtout opérationnelle sans l'apport de la CEMA, sans l'apport aujourd'hui de ces forces dites étrangères. Donc c'est là que s'il y a lieu de concentrer un effort à comment reconstituer au-delà de la rhétorique cette armée malienne afin qu'elle soit suffisamment bien outillée afin de faire face justement à toutes ces menaces sécuritaires. Il est important de le rappeler juste avant de vous donner la parole. Nous avons, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, auditeurs et téléspectateurs, nous avons invité la majorité. Honorable Boubacar Sissoko du parti RPM avait confirmé sa participation, mais il est injoignable. À vous, processus de paix, est-ce que vous pensez que ça avance réellement? Je pense qu'à bien écouter le docteur Tunkara, justement, je dirais que quand on dit que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui, notre armée, et on n'a pas cette possibilité donc d'occuper le territoire, d'assurer la sécurité des populations, d'arrayer ce phénomène du terrorisme, etc. Alors, la question que je me pose maintenant, à quoi ont servi toutes ces résolutions des Nations Unies? À quoi a servi cette présence de l'armée française, cette présence des armées étrangères sur le territoire malien? Voilà là où aujourd'hui... Avez-vous des réponses à ces questions? Mais parce que justement, les objectifs stratégiques n'étaient pas clairs. Le contrôle politique, justement, de cette présence des armées étrangères n'est pas assuré par notre pays, alors que, comme il a dit, c'est nous qui les avons appelés. Mais à partir du moment où on fait appel à des forces étrangères qui n'ont pas les mêmes objectifs stratégiques que nous, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle politique, alors, est-ce que nous devons rester comme ça, les bras croisés, en disant que s'ils partent, demain, les rebelles vont venir à Bamako? Je pense que nous devons nous assumer. Dirigeants comme citoyens maliens, nous devons nous assumer. De toute façon, on nous remettra, leur président ne fait que remettre à plus tard un problème que nous serons amenés à résoudre tôt ou tard. Et dans cette résolution-là, il n'y aura pas de faux fuyants. C'est-à-dire, on va affronter les problèmes où c'est notre existence même qui va être donc remise en cause. D'accord. Concernant le processus de paix, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a réellement des avancées? Alors, je vous renvoie au rapport récent du secrétaire général des Nations Unies qui a dit qu'il est très inquiet
donc de la situation dans le pays. Et vous savez, jusqu'à présent, la situation n'évolue pas favorablement. Les attaques se poursuivent, les affrontements intercommunautaires se poursuivent. Il y a vraiment beaucoup de situations qui me font dire, en tout cas, que nous avons besoin de repenser, de changer complètement la nature de notre État. Et ça, pour y arriver, il faut que nous nous retrouvions. Malheureusement, le format qui a été, dans lequel nous avons mené, les autorités ont mené ce dialogue national, ce format n'est pas partagé. Je pense qu'il faut rebouler parce que la situation l'exige. Au-delà du constat du secrétaire général de l'ONU, votre constat personnel est également que la situation n'avance pas. Non, ça n'avance pas. Et la preuve, les Maliens vont sortir dans la rue le 10 janvier pour exiger le départ Et comme l'a dit le docteur Tunkara, le président, il a fait un discours à la nation. Les enjeux véritables de la situation, malheureusement, ne transparaissent pas dans le discours, dans l'adresse du président de la République. Les vraies questions, les questions auxquelles le Mali, le pays est confronté. Les solutions donc proposées par le gouvernement pour faire face à ces problèmes. Voilà. Donc c'est là où je dis que, premièrement, notre mission fondamentale, c'est que les Maliens se retrouvent sans ingérence extérieure. Parce que derrière toutes ces manœuvres, derrière toute cette campagne, il y a un objectif, c'est que les Maliens, aujourd'hui, revoient leur constitution, qu'on introduise donc des dispositions de cet accord d'Alger dans notre constitution, ce qui va consacrer carrément la désintégration de notre pays. Parce que, objectivement, on sait que, sur le plan stratégique, le capital financier international aujourd'hui ne veut plus des États-nations. Il faut les détruire, il faut les démanteler. Et vous savez ce qui se passe en Libye, vous savez ce qui s'est passé en Irak. Partout, il y a le chaos qui a été savamment orchestré. Et malheureusement, avec la résurgence des affrontements en Libye, et vous savez très bien ces puissances qui ont commencé donc à s'ingérer dans le conflit libyen. Il y a les Turcs qui sont venus, il y a les Égyptiens qui se préparent, il y a les Français, etc. Et donc, on va y revenir. On va parler tout ça, aujourd'hui, n'est pas de nature vraiment à nous rassurer. Et cela doit nous amener à reposer de façon frontale et de façon conséquente. Nous, vous parlez de majorité, opposition et société civile. Alors, aujourd'hui, quand on parle de grogne sociale, est-ce que vous ne craignez pas le même scénario que le Mali a connu en 2019, avec notamment cette grève des enseignants qui est en cours? Je pense que l'hypothèse reste soutenable quand même, pour qui connaît le traitement qui est fait des différentes doléances adressées par les différents corps à tous les niveaux des curricula de l'enseignement du fondamental en passant par le supérieur. Mais au regard de l'anticipation quand même, lors de l'adresse de la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, je pense qu'on ne va pas forcément tomber dans le même piège que le pays a connu l'an passé. Je reste optimiste à ce niveau quand même, que des solutions, même si elles sont transitoires, pourraient être trouvées dans les semaines à venir entre à la fois les syndicats et la partie gouvernementale. Mais fondamentalement, cette récurrence quand même, les grèves, notamment au niveau des différents niveaux des enseignements, dénote à combien il y a quand même un déphasage entre ce qui nous est dit officiellement et ce qu'on vit réellement aussi. Et justement, il y a Yiriba Diakité qui pose sur Facebook, il dit, face à cette crise scolaire, pourquoi ce silence du gouvernement? C'est ces termes. Où sont les notables de Bamako? Où sont les religieux? Où sont les parents d'élèves? Quelles solutions pour enrayer les crises socio-économiques, politiques et sécuritaires que nous vivons? Je reviens toujours à ma formule de deux Mali. Il y a un Mali réel et un Mali officiel. Malheureusement, quand vous allez dans tous les établissements caractère étatique, qu'ils soient du fondamental au supérieur, vous allez vous rendre compte que les sujets, les acteurs qui fréquentent ces différents établissements ne sont pas malheureusement les enfants de ceux-là aujourd'hui qui sont aux commandes. Comment allez-vous comprendre un pays où le ministre de l'enseignement, qu'il soit de base ou de l'enseignement supérieur, aucun de ces enfants ne fréquenterait le système public.
les différents pédagogues qui sont à l'origine de nos différents curricula, aucun de leurs enfants ne fréquenterait l'établissement public. Nous qui sommes des enseignants du supérieur, on accepterait difficilement qu'un de nos enfants fréquente ces établissements supérieurs. Donc c'est pour vous dire que je pense que nous sommes en train de mentir aux Maliens. On ne peut pas être l'incarnation d'un système et ne pas l'épouser. De la même manière également, vous êtes dans le domaine de la santé, aucun cadre de ce pays se soignera à l'hôpital Gabriel Touré, y compris le ministre de la Santé quand même. Même s'il faut saluer ici le courage du professeur Ogobara, qui a quand même accepté, en dépit de la médiocrité du plateau technique, de se faire soigner. On ne dit pas très souvent, mais ses proches témoignent à combien ce monsieur avait confiance en ce système. Mais malheureusement aujourd'hui, tous les champs du possible, de l'éducation, de la santé, de la justice, aucune élite de ces différents champs évoqués accepterait d'en consommer. Donc, vous voyez que nous sommes en train de mentir aux Maliens pauvres. Voilà. Donc je pense que parler de solutions, il faudra qu'on comprenne d'ores et déjà que nous vivons dans deux planètes différentes. Laquelle différence n'aide pas la prise au sérieux du système dit public, malheureusement. Et regardez tous les niveaux des enseignements. Et regardez les élèves qui fréquentent ces différents niveaux des enseignements. Et regardez comment nous assistons à une ruée vers les enseignements privés. Et c'est là que vous allez vous rendre compte. Avec la fermeture des écoles également au centre. Plus d'une centaine d'écoles fermées dans la région de Mopti ainsi que dans la région du nord du Mali. Mais jusqu'ici, rare des députés qui interpelleraient des ministres en charge de ces questions de l'éducation. Donc c'est pour vous dire que les Maliens ont malheureusement des gouvernants qui sont loin de partager leur quotidien. Les Maliens ont des gouvernants aujourd'hui, du président, il faut quand même le rappeler, du président Alpha Oumar Konaré aujourd'hui, malheureusement, s'il y a quelque chose de déplorable, c'est d'avoir une élite politique en déphasage total avec le quotidien. Vous empruntez nos transports en commun, vous allez vers les différents carrefours à Bamako, à l'intérieur du pays. Vous allez vous demander si toutefois il y a un président. Vous allez vous demander si toutefois il y a un système de régulation sociale. Donc tout est à la limite désordonné, tout est chaotique. Donc je pense qu'il faut d'abord chercher à réduire ce fossé, non pas par la rhétorique. Quand vous écoutez le président Ibrahim Boubacar Keïta, je ne penserai pas que lui et ses proches se soignera à Gabriel Touré. Je ne penserai pas que lui et ses proches fréquenteraient l'université à Kabbalah. Donc vous voyez comment allez-vous vendre du mirage au peuple, étant donné que vous-même, qui êtes à l'origine de ces différents systèmes, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient sanitaires, vous ne les consommez aucunement. Donc je pense que ces paradoxes-là, il faut vraiment les casser pour qu'on arrête de mentir au peuple. Monsieur Keïta, est-ce que par rapport à la grogne sociale, est-ce que vous pensez que les autorités maliennes actuelles pourront trouver une solution pour faire face à cette situation? Je suis parfaitement d'accord avec le docteur Tunkara, je lui donne entièrement raison. Et j'ajoute que si les Maliens, je pense, ils ont suivi les différents processus de concertation, de dialogue, et les commissions de dialogue, de médiation mises en place dans beaucoup de secteurs. Et face aux revendications, par exemple des enseignants, l'État a pris des engagements. Pris des engagements publics devant tous les Maliens. Malheureusement, au lieu de travailler à satisfaire à ces engagements, ils manœuvrent en sommet pour reposer donc ce problème des enseignants dans le cadre du dialogue national qu'on a vu et qui a amené à des résolutions qui sont carrément à l'opposé des conclusions auxquelles ils sont parvenus avec l'État. Donc, vous voyez, donc les enseignants se sentent floués. Quand un État s'engage à faire face à des revendications catégorielles, engagement signé, rendu public, il doit pouvoir travailler. Et justement, Yiriba Diakité sur Facebook vous demande si vous étiez président, si l'opposition était à la présidence aujourd'hui, quel allait être votre plan d'action de façon pratique? Alors, il y a eu des discussions, des négociations conclues entre l'État et les différents syndicats. Et donc l'État, donc, dans le cadre d'un calendrier, périodicité, tout a été négocié, va progressivement satisfaire à les revendications. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un programme
à partir du moment où l'État s'est engagé en fonction donc, des ressources qu'il va avoir. Justement, l'État estime ne pas avoir les ressources Mais pourquoi alors nécessaires. Alors pourquoi il s'est engagé donc, à satisfaire ces revendications Ils ont même mis en place un calendrier d'exécution de mise en œuvre donc, de ces engagements. Voilà le problème. Donc c'est ça, c'est un problème de crédibilité. Parce que l'État doit être crédible. L'État doit montrer devant les citoyens, devant les partenaires sociaux, que je me suis engagé à résoudre ces problèmes. C'est compte tenu de tous les autres engagements. Je sais que les enseignants sont conscients de la situation sécuritaire, de la grave crise politique institutionnelle. Et c'est dans ce contexte qu'une trêve a été demandée par le président de la République et qui a été rejetée par les syndicats, lorsqu'il y a eu des discussions, les syndicats, ils ont sursis. Ils ont sursis à leurs revendications, ils sont rentrés. Et malheureusement, c'est parce que les engagements n'ont pas connu un début de Toujours par rapport à cette question d'éducation, cette question a été adressée à l'honorable Boubacar Sissoko qui malheureusement n'est pas venu. Et donc je vous la pose vous, puisqu'il y a un représentant du SADI au niveau de l'Assemblée nationale qui est député. Je ne vais pas bouder ce plaisir parce que mon jeune frère et ami Boubacar Sissoko n'est pas là. Qui est député. Justement, sa question c'est l'article 39 du statut autonome des enseignants est violé. Les enseignants en grève comme 2019 vont-ils, les députés, ils demandent, est-ce que les députés vont laisser les enfants de leurs électorats dans les rues et quel compte à rendre au peuple? Est-ce que vous avez des informations par rapport à cela puisqu'il y a un représentant tout simplement un appel à mon camarade Boubacar Sissoko. Je lui dis, jeune frère, c'est pour le taquiner. Je vais donc, dès son retour de Kenyeba, qu'il entreprenne ses autres collègues pour interpeller le ministre. Pourquoi les députés du SADI ne peuvent pas soulever cette question? C'est eux qui se sont engagés à satisfaire aux revendications, la majorité. Les députés, tous les députés se sont engagés à satisfaire leurs électorats. Tout à fait. Ils ont pris donc des engagements. C'est l'occasion d'aller demander à leurs représentants dans le gouvernement qu'est-ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire que vous, en tant qu'État, vous vous êtes engagé devant les enseignants, devant les partenaires sociaux à trouver une solution aux différentes revendications. Qu'est-ce qui a bloqué? Et les députés de l'opposition ne peuvent-ils pas aussi trouver? Oui, mais c'est la responsabilité de la majorité en premier qui est demandée. Mais si effectivement on sent que la majorité n'a vraiment pas envie ou ne veut pas donc interpeller le gouvernement devant la gravité de la situation, effectivement, des initiatives peuvent venir d'ailleurs pour interpeller le gouvernement. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on a essayé donc, de faire l'impasse. Le parti SADI a interpellé le ministre de la Sécurité intérieure par rapport à ce qui s'est passé à Nyono. Et tout le monde le sait. Et comme l'a dit M. Tunkara, au Mali, lorsqu'on veut noyer les problèmes, on ouvre les enquêtes. Aucune enquête sérieuse, digne de ce nom, n'a été rendu public. D'accord. Et on va parler tout de suite de corruption, mais en attendant, une troisième question de Yiriba Diakité qui demande aujourd'hui, M. Tunkara, est-ce que vous pensez que la classe politique actuelle, y compris les plus jeunes, est en mesure de relever le défi d'un Mali émergent? Malheureusement, je vais les décevoir parce qu'en fait, les acteurs aujourd'hui qui peuvent être l'émanation de la conscience collective, pour faire simple, qui peuvent être l'image du peuple lambda, ces acteurs sont franchement loin de commande, malheureusement, pour des raisons liées à des irrégularités des élections, l'achat de conscience, le fait qu'une infime partie de l'élite politique s'accaparerait de toutes les richesses du pays. D'accord. Et il nous reste 1 minute 30 secondes pour chacun rapidement par rapport à la corruption. Il ne faut pas tout voir négatif. Oui. Pour le cas de la corruption, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont en cours. Quand on regarde aujourd'hui le travail qu'accomplit l'OCLE, l'Office de... Justement, concernant l'OCLE, aujourd'hui, sur 998 dossiers, il y a eu 3 interpellations. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent réellement? Que pensez-vous de ce rapport? Mais je pense que, pour qui connaît un peu quand même, la nature de l'investigation à ce niveau, elle est quand même complexe. Je pense qu'il faut saluer déjà ce qui est amorcé comme travail. De la même manière également, quand on jette un regard sur ce qui est fait aujourd'hui le pôle économique, naturellement sur ces plans, le président Ibrahim Boubacar Keïta... Perspective 2020, pensez-vous que les choses vont changer? 2020, pour ne pas décevoir le Malien, je ne pense pas. Mais il faut quand même saluer ce qui se passe au centre aujourd'hui en termes de sécurisation, les initiatives en cours. D'accord. Comment ça va, M. Keïta, par
rapport à Moi, ce je n'ai rapport pas de de boule- l'OCDE, je n'ai pas de boule de cristal. lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez que les choses avancent au Mali? Je n'ai pas de boule de cristal pour prédire ce qui va se passer en 2020. Et il y a des actions individuelles, engagement, les juges, les magistrats que je salue ici, qui font preuve d'un courage civique. Mais ça a des limites. D'accord, Le merci. cadre, c'est le langage de la volonté politique. C'est la volonté politique qui est le facteur déclencheur décisif pour arriver à une nouvelle forme de gouvernance. D'accord, merci beaucoup Monsieur Keïta. Et chers auditeurs et téléspectateurs, Studio Tamani vous promet de revenir sur ce débat en langue nationale Bamanankan. Merci à nos invités, Nouhoum Keïta du parti Sadi qui représentait ici l'opposition, Dr Ali Tunkara, sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Et je rappelle que le représentant de la majorité, Boubacar Sissoko, député RPM, avait confirmé sa participation, mais il est sur répondeur. Je suis Mohamedou Touré, à la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré, je l'ai rappelé. On se revoit demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.